question déjà, vous êtes un fervent défenseur de la liberté d'expression. Vous avez vu aujourd'hui, notre émission a été un peu bousculée avec cet assassinat aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous évoque avec tous ces témoignages d'auditeurs d'Europe 1 qui crient à la liberté d'expression et au manque de liberté d'expression en France? Vous savez, je ne sais répondre qu'en scientifique. Alors je vais vous répondre en scientifique. Si vous voulez comprendre la nécessité de la liberté d'expression, c'est le droit de ne pas être d'accord. C'est ça, la liberté d'expression. Il faut revenir absolument, c'est un livre de poche, ça coûte pas cher, il faut lire Milgram, les expériences de Milgram sur l'obéissance. Milgram a montré que si vous prenez des gens qui ne savent pas que l'on force à obéir, on met un volontaire, et que on demande à des gens qui ne savent pas que c'est une expérience fausse, on leur fait envoyer des décharges électriques augmentant qui vont jusqu'à une décharge électrique dont on les prévient qu'elle peut être mortelle. Et celui qui est en face pousse des cris, c'est un acteur, pousse des cris, etc. Il y a 80% des gens qui vont jusqu'à la décharge mortelle. Et ensuite, il a fait une quinzaine d'expériences, Milgram, pour voir qu'est-ce qui changeait cette obéissance à des ordres fous. D'accord ? Et ce qui change l'obéissance à des ordres fous, c'est qu'il y ait, même s'il y a une seule personne, non pas que celui qui dit il faut le faire, mais un autre qui dit non, il faut pas le faire, eh bien, il y a 60% des gens qui changent et qui ne le font plus. C'est-à-dire que pour réfléchir, pour avoir le choix, il faut avoir deux voies distinctes. Ça, c'est de la science, c'est pour ça que je le rends comme science. Excellent. Après, la philosophie et la politique, c'est autre chose. Sinon, c'est de la propagande. S'il n'y a pas de voie alternative, s'il n'y a pas le droit de dire le contraire, on a cessé d'être dans la connaissance, on n'est pas dans l'information, on est dans la propagande. Et la propagande, ça peut amener à tout ce que vous voulez, depuis les camps de concentration, tout ce que vous voulez vient du fait qu'il n'y a pas de voie alternative. Et quand il n'y a pas de voie alternative, qu'on ne fait qu'obéir, eh bien, on peut arriver à faire absolument n'importe quoi. Donc, il ne faut pas obliger les gens à obéir à n'importe quoi. J'en sais quelque chose. Excellente démonstration. Je suis pas très obéissant, comme vous avez remarqué. Non, mais on aime bien votre côté rebelle. Non, mais c'est vrai, on aime bien votre côté rebelle et c'est important, effectivement, d'avoir des voix contraires. Pour venir à votre livre, j'aurais tellement de questions à vous poser, mais l'émission a été un peu bousculée aujourd'hui. Pour revenir à votre livre, qu'est-ce que vous a emmené, mon cher Didier Raoult, sur Europe 1, en exclusivité, qu'est-ce qui vous a emmené à vous plonger dans l'histoire avec les cold cases? Si vous voulez, tout ça, c'est un peu effacé, mais pour globalement... mieux comprendre demain ? Pardon ? Pour mieux comprendre demain ? Oui. C'est-à-dire que ça fait plus de 40 ans que je me préoccupe d'épidémie. D'accord ? Je crois même avoir été le seul Français invité par l'URSS, à l'époque de l'URSS, à faire l'investigation d'une épidémie dont ils ne savaient pas ce que c'était, à Astrakhan, qui est un endroit merveilleux parce que c'est là qu'il y avait tout le caviar du monde. Ensuite, j'ai été invité officiellement par le gouvernement américain à un moment de bioterrorisme pour savoir si un certain nombre de bactéries sur lesquelles je travaillais pouvaient être dangereuses. Oui. Et j'ai été invité par le gouvernement français à l'époque où il m'aimait à faire un rapport sur les risques d'infection dans ce pays dans le cadre du bioterrorisme et des épidémies. Donc, si vous voulez, je suis celui en France, et probablement une des personnes au monde qui a été le plus sollicité par tous les gouvernements pour travailler sur les épidémies avant de devenir un mouton noir. Donc les épidémies, ça m'intéresse profondément. Il y a des mystères dans les épidémies qu'on ne comprend absolument pas. Et bien entendu, les épidémies, le principe des épidémies, ce qui aurait dû d'ailleurs être mis en place immédiatement dans le Covid, c'est le diagnostic. Le reste... Si vous n'avez pas un diagnostic précis fait avec de la biologie, en réalité, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Il se trouve qu'à Marseille, il y avait une énorme épidémie qui a peut-être tué 50% de la population en 1720. Les gens ont trouvé les squelettes de cette épidémie. Et l'anthropologue qui faisait ça m'a dit, il faut que tu prouves que c'est la peste. D'accord ? Par chance, parce que les découvertes en sciences se font que par la chance, j'avais un dentiste chez moi dont je ne savais pas quoi foutre, qui voulait faire une thèse de science. Je lui ai dit, tu vas regarder dans les dents. D'accord, c'est une idée géniale, parce qu'en réalité, dans la pulpe dentaire, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des images qui sont uniques, qui n'ont jamais été publiées. En réalité, on a des pulpes dentaires qui ont 2000 ans, dans lesquelles tout est conservé. Vous avez les globules rouges, les globules blancs, vous avez les vaisseaux. C'est inouï. Ce petit cercueil de dentine, là, conserve tout ce qu'il y a dedans. Mais on s'est battu là aussi très très longtemps, 17 ans, on s'est battu pour faire passer l'idée que la peste c'était bien ça, parce qu'il y avait des gens qui avaient fait une théorie. Moi je ne crois pas du tout aux théories, c'est mon principe. Je crois qu'à la réalité tangible, je suis un empiriste. Et donc il y avait une théorie qui disait que l'ADN se dégradait très rapidement et donc c'était pas possible d'avoir des morceaux d'ADN comme ça.
C'était une théorie complètement idiote. Maintenant, on fait l'homme de Néandertal en séquence, vous imaginez. Mais à l'époque, imaginez-vous, c'est pour ça que j'ai telle défiance de Wikipédia. Dans Wikipédia, il y avait les types qui avaient échoué à faire ça, et pendant 17 ans, qui mettaient dans Wikipédia, c'est une contamination, c'est pas vrai. Donc, si vous voulez, c'est pas la première fois que j'ai été ennuyé. Honnêtement, si vous faites de la science et que si vous découvrez quelque chose et que vous n'avez pas d'ennemis, c'est que ça n'est pas important. Donc il faut le dire aux plus jeunes. Que vous n'avez pas d'ennemis. Si ça n'intéresse personne, qui nous a rejoint et qui est mort de rire. Plus vous avez d'ennemis, c'est Napoléon disait. Plus on a des ennemis et plus on est dans la vérité, c'est ça, Didier Raoult? Est-ce qu'on peut dire ça? En tout cas, Flaubert et Napoléon ont dit à peu près la même chose. On mesure la grandeur d'un homme au nombre de ses ennemis ou à la qualité de ses ennemis. Excellente remarque. En tout cas, votre livre, c'est une enquête fascinante qui mêle science, histoire, médecine pour dévoiler l'impact des microbes sur l'humanité. Quelle fut la véritable cause de la mort du Caravage? Saint-Louis a-t-il succombé à la peste? Mais j'aime bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français là, par rapport à toutes vos études que vous avez menées, par rapport à la liberté d'expression, s'il y avait un dernier mot à dire aux Français? Je vous recevrai encore après plus longuement, hein, mais là, ce matin, à 12h49. Globalement, il ne faut pas transformer la science en une église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prophète qui a le droit de dire, vous savez, la science, c'est comme ça. Pourquoi vous rigolez tout seul? Faites-nous rire aussi, Didier Raoult. Vous allez voir. Je vais vous mettre un peu la panique dans votre histoire. Ah oui, Et ensuite, on va écouter un peu de musique de Jane Manson pour adoucir les mœurs. Si vous voulez, moi, je n'ai pas d'opinion parce que je ne crois pas au modèle mathématique de reconstruction. Je pense qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Je les connais trop bien pour y croire. Donc, quand on parle, là, c'est le plus tabou de tous. On parle du réchauffement de la planète. Donc, et il y a la curiosité d'écouter le discours d'Al Gore quand il a reçu le prix Nobel, où il disait qu'il n'y aurait plus de glace en Arctique. Et puis, ne faites pas, je m'en fous. Et moi, je le fais. Je tape sur Internet, je regarde Arctic Ice Sheet Daily. D'accord? Et là, il y a la mesure annuelle de toute la surface prise par satellite de l'Arctique et de l'Antarctique, qui est ajustée tous les jours, et c'est fait par la NASA. C'est pas fait par des conspirationnistes, à moins qu'il y ait conspirationnistes à la NASA, mais vous regardez, et si vous voyez quelque chose, année après année, vous m'expliquerez quoi? Parce que depuis 10 ans, je vois aucun changement. Donc, c'est intéressant. Très intéressant, très bonne remarque, et avoir un peu de recul et de... Oui, alors, les choses qu'on peut voir, il faut essayer de les croire, même si on peut avoir des illusions d'optique. Mais les choses dont on vous dit, vous savez, c'est vrai parce que c'est la science, ou c'est vrai parce que les gens qui me l'ont dit et qui font autorité l'ont dit, vous savez, moi, comme je fais pas partie de leur église, je les crois pas. Voilà. Alors, vous faites pas partie de leur église, vous faites partie de l'église de la rébellion. Ça, on aime bien, en tout cas. Didier Raoult, pardon, parce qu'on est un peu bousculé par le temps. Je voulais quand même partager avec vous des auditeurs sur Europe 1 qui ont appelé, et pour vous dire, par exemple, que je suis dans la documentation médicale, je risque de perdre mon emploi par rapport à mes idées. La France tue ses génies.